y a quelques mois seulement, les Nigériens, les Maliens et Burkinabés subissaient, pour parler des étudiants, des restrictions dans les universités françaises, revirement de situation pour les Français au Niger. Désormais, il faut laisser passer délivré par le ministère nigérien de l'Intérieur, en plus d'un visa valide à tout Français voyageant au Niger. Ainsi, des contrôles supplémentaires sont également appliqués. Le gouvernement justifie, selon les informations reçues par For You Media Africa, cette attitude par sa volonté de vouloir protéger son territoire contre toute forme de déstabilisation et toute forme d'agression. Voilà l'actualité entre le Niger et la France, décidément un territoire difficile pour les Français ces derniers temps. Eh bien, on en parle dans le cadre de ce programme. Est-ce une bonne mesure? Une mesure justement selon l'attitude orchestrée du côté de la France contre les Nigériens, contre les Africains? Est-ce également une mesure qui permettra au gouvernement de transition au Niger de venir à bout de toute forme de déstabilisation? On en parle donc dans le cadre de ce programme Regard panafricain qui reçoit le docteur Sango. Il est politologue et internationaliste. Merci à vous d'être là dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Bonsoir Madame Cassandra Milgoudé, bonsoir à tous les téléspectateurs que j'ai encore le plaisir de retrouver ce soir. On discute donc de cette question et c'est juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur For You Media Africa, nos plateformes internet, de nous écouter à travers la 96.3 FM For You Radio, mais également de nous recevoir sur vos petits écrans. Je n'oublierai pas l'application téléchargeable sur Play Store. Merci pour votre fidélité qui nous honore. Docteur Sango, merci à vous d'être là. Nous parlons de cette décision du gouvernement nigérien, celle d'imposer laisser-passer désormais aux ressortissants français sur le territoire nigérien. Peut-être d'entrée de jeu, docteur Sango, est-ce une attitude à la mesure de celle de la France il y a de cela quelques mois, ou alors depuis l'arrivée au pouvoir des autorités de transition, dirigées d'ailleurs par le général Abdourahmane Tiani? Oui, je pense que c'est une décision, c'est une action souverainiste qui relève de la volonté du peuple nigérien et du gouvernement nigérien, parce que qui sommes-nous pour juger les actions d'un État? Donc le peuple nigérien, ce qui est sûr, en prenant une telle action, a eu des motivations. Il y a des motivations qui ont poussé le gouvernement nigérien à poser cet acte-là. Et lorsqu'on l'a dit, il ne faut pas aussi dissocier cet acte-là du contexte que traverse le Niger aujourd'hui. Vous savez que le Niger est un pays qui est aujourd'hui engagé dans un processus de reprise de sa souveraineté. Et aujourd'hui, du côté du Niger, la situation n'est pas à la normale, parce que le gouvernement est un gouvernement de transition. Ce gouvernement-là est en train de travailler pour ramener son État à l'ordre constitutionnel. Et lorsqu'on sait les actions qui ont conduit ce peuple nigérien et ce gouvernement à prendre une telle action, une telle direction, on peut aujourd'hui inscrire cette action-là dans la dynamique des actions conservatoires qui visent à sécuriser le Niger, parce que c'est pour des raisons sécuritaires que les nouvelles autorités nigériennes ont justifié, d'accord, leur avenue à la tête du Niger. Donc aujourd'hui, si l'État français et bien d'autres puissances étrangères ont été identifiés comme étant des éléments qui ne participaient pas à consolider la sécurité au Niger, vous convenez avec moi que ce n'est que normal que les autorités nigériennes prennent de telles actions pour ne pas mettre en péril l'intégrité de leur territoire, mais surtout et aussi la sécurité de leur population.
Eh bien, docteur Sango, on se souvient qu'il y a quelques semaines de cela, des caches d'armes étaient découvertes du côté du Niger, des caches d'armes françaises, il faut le mentionner. Est-ce que cette attitude ou alors cette découverte a poussé le gouvernement nigérien à prendre une telle décision? Il faut peut-être situer le contexte, docteur Sango. Certains pourraient écouter et se dire qu'il s'agit d'attitudes réfractaires envers un peuple. Et pourtant, le Niger est passé par plusieurs difficultés, pas seulement depuis l'arrivée du président Abdourahmane Tiani, mais bien avant. Et l'arrivée du général Abdourahmane Tiani ne cesse de donner l'espace justement à de telles décisions. Oui, bien entendu, il faut vraiment faire une précision parce qu'il y a beaucoup qui pensent aujourd'hui que les nouvelles autorités nigériennes seraient dans une situation de revanche, seraient en train de faire le principe de réciprocité des relations internationales parce que plusieurs fois, cette puissance française-là lui aurait commis, n'est-ce pas, des forfaits. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui tout simplement de sécuriser le territoire nigérien conformément à son principe de sécurité, de souveraineté. Vous avez très bien fait de rappeler le contexte. Le contexte est essentiellement sécuritaire. Et dans cette dynamique de sécurisation du Niger aujourd'hui, les autorités nigériennes ont maintes fois découvert des armes camouflées sur leur territoire. Et ces armes-là ne se camouflaient pas de manière ex nihilo. Il y avait bel et bien des acteurs qui participaient à de tels actes. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas une autre raison qui pourrait expliquer l'action du gouvernement nigérien que en dehors des raisons sécuritaires. C'est la sécurité, c'est la souveraineté. Ce peuple-là aujourd'hui veut que son territoire soit totalement en quiétude. Vous savez que ces autorités-là sont engagées dans un programme, n'est-ce pas, ici, de restauration de l'ordre constitutionnel. Et pour que cet ordre constitutionnel-là revienne de manière normale, il faut d'abord que la première condition que j'appellerais de sine qua non soit d'abord remplie. Et cette condition-là, c'est la restauration de l'intégrité territoriale. Il n'y a plus question qu'un seul territoire du Niger échappe au contrôle du gouvernement nigérien. Vous savez que à l'époque du président Bazoum, il y avait plusieurs régions, plusieurs localités dans ce pays-là qui n'étaient pas sous l'autorité gouvernementale parce que les djihadistes et les rebelles étaient entretenus par ces puissances occidentales. Donc aujourd'hui, vous convenez avec moi que ces autorités-là attendent donc résoudre ce problème de manière définitive et la résolution de ce problème-là passe par ce genre d'action peut-être dur, mais est important pour l'avenir. Mais pourquoi pas des citoyens américains aussi, des citoyens autres que les citoyens français? Non, on ne va pas aller très vite en besogne. Ce qui est sûr, ce gouvernement-là travaille de manière progressive. Avant de poser l'action, il se rassure d'abord de la causalité. Donc ce qui est sûr, en interdisant ou en imposant une telle mesure aux citoyens français, c'est justement parce que le gouvernement nigérien a eu des preuves que ses ressortissants ou alors cet État français avait, n'est-ce pas ici, des actions belliqueuses sur son territoire. Ce qui est sûr, si une autre puissance est identifiée dans de pareilles conditions, le Niger ne va pas, n'est-ce pas, hésiter à prendre une telle décision. Vous savez que même lorsque le Niger a décidé de chasser la France de son territoire, de rapatrier ou alors d'expulser les soldats français, ça ne s'est pas fait immédiatement avec les soldats américains. Vous avez vu qu'il y a eu un temps qui a séparé, n'est-ce pas, le départ des forces militaires françaises et le départ des forces militaires américaines. Donc moi je pense que le temps est un temps processuel, c'est un temps qui est caractérisé par la recherche des preuves. Il faut d'abord les preuves avant d'agir. On n'agit pas de manière ex nihilo. Et lorsque vous voyez les actions que ce gouvernement-là pose depuis que ces autorités-là sont à la tête du Niger, ces actions-là sont toujours justifiées par des actions qui restent objectives.
Hmm. Depuis le mois de juillet 2023, de nouvelles autorités sont à la tête du Niger. Elles s'ensuit depuis ces différents mois écoulés des décisions fortes concernant la relation entre le Niger et la France. Après avoir demandé le retrait de ces militaires français du territoire nigérien, on a vu évidemment cette sortie qui demandait également ou alors qui dénonçait les accords militaires entre les États-Unis et le Niger. Aujourd'hui, c'est une surveillance de près envers les citoyens, les ressortissants français voyageant au sein du Niger. Est-ce que cela cache une nouvelle information cela pourrait cacher une nouvelle information à travers des services secrets, peut-être pas forcément russes, concernant une présence française, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, belliqueuse, sur le territoire nigérien. Oui, Peut-être pour mentionner aussi qu'en février dernier, il y avait cette découverte de cache d'armes dont on parlait tout à l'heure. absolument, absolument. Cette découverte de cache d'armes était, à mon avis, Laura Le Bol qui avait été la goutte d'eau qui avait débordé le vase dans cette relation entre le Niger et la France. Parce que ces caches d'armes-là ne pouvaient pas se faire sans les actions d'un certain nombre d'éléments, d'acteurs. Et parmi ces acteurs-là, il y avait bel et bien certains Français qui étaient présents sur le sol nigérien. Parce qu'il faut dire, ce n'est pas parce que le Niger a demandé l'expulsion des forces militaires françaises que tous les Français seraient expulsés du côté du Niger. Il faut rappeler qu'il y a les citoyens français qui sont au Niger pour le travail, par exemple, ou alors pour d'autres activités autres que l'activité militaire. Donc aujourd'hui, il est question que ces ressortissants français donc là fassent l'objet, n'est-ce pas, d'un contrôle accentué, parce que les autorités nigériennes ont constaté sur le terrain que ces caches d'armes là se faisaient aussi et surtout par l'action de ces citoyens français là. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Madame Cassandra, c'est quoi? C'est que le Niger est totalement décidé de prendre en main sa souveraineté. Et cette souveraineté-là passe inlassablement par l'implémentation d'un certain nombre d'actions. Et parmi ces actions-là, aujourd'hui, il y a des actions très sévères, très dures qu'il faut prendre, telles que cette action que le gouvernement nigérien vient de prendre là aujourd'hui. Parce que le processus d'impérialisme et de colonisation auquel les puissances occidentales ont assujetti les peuples africains, les pays africains en général et le Niger en particulier qui fait l'objet de notre exploration ce soir, c'est un processus, n'est-ce pas, qui se faisait aussi et surtout avec l'action des Indo-colons. Donc, lorsque le Niger décide d'imposer un laissez-passer à ces populations françaises là présentes du côté du Niger, c'est une action conservatoire qui vise à se sécuriser contre les intentions de ces ressortissants français. Et il y a aussi à côté de ces ressortissants français des Nigériens aussi, parce qu'il ne faut pas souvent isoler les endocolons qui travaillent aussi en concubinage incestueuse avec les puissances occidentales. Il est important aujourd'hui que les autorités nigériennes aussi travaillent dans le sens d'identifier ces endocolons-là, parce que ces caches d'armes qu'on avait découvert du côté du Niger étaient bel et bien dans des maisons des Nigériens. Ce n'étaient pas des maisons qui étaient des maisons appartenant aux Français. Et ça veut dire que c'était bel et bien des Nigériens qui ont mis à la disposition de ces puissances françaises leur maison. Donc il faut aussi et surtout travailler aussi dans le sens de l'identification de tous ces Nigériens qui n'arrivent pas encore à comprendre que lorsque le territoire est menacé, lorsque le territoire est en danger, tout le monde doit converger vers l'action gouvernementale. Donc c'est l'un des problèmes également auxquels les autorités nigériennes, à mon avis, doivent, n'est-ce pas ici, s'attaquer pour espérer ramener
la sécurité du côté du Niger. Parce que ces puissances occidentales ont souvent des mécanismes d'infiltration, de pénétration et de déstabilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que de manière officielle, ils ne sont plus au Niger que les autorités nigériennes vont penser que c'est fini. Ces autorités-là doivent rester en éveil, multiplier les actions de contrôle pour que jour après jour que les velléités de déstabilisation planifiées par ces puissances-là ne puissent pas s'implémenter sur le terrain. Et c'est en cela qu'il faut saluer aujourd'hui le haut niveau de renseignement que ce peuple-là regorge aujourd'hui. Vous savez que avant, cet État-là était frappé à tout moment parce que le renseignement était entre les mains, entre guillemets, de l'ennemi. Et c'est l'ennemi qui avait le renseignement. Et c'est ce problème de renseignement qui a fait défaut à plusieurs États africains pendant plusieurs années. Et même du côté du Tchad, on a vu que c'est le renseignement qui avait fait défaut et qui a participé à tuer le maréchal Idriss Déby. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que les autorités nigériennes ont un partenaire important, efficace, qui les accompagne dans ce renseignement-là. Et ce renseignement-là permet donc d'identifier les actions belliqueuses en amont avant leur implémentation en aval. Donc il faut saluer ce partenariat. C'est ce genre de partenariat qu'on encourage aujourd'hui sur le continent africain. On n'a plus besoin de rester dans des partenariats monocolores, des partenariats liés qui nous obligeaient de faire seulement avec eux. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que les autorités nigériennes ont la nette volonté de diversifier leurs partenariats et d'agir de manière souveraine, libre et volontaire sur le plan international. Et cette action prise par ces autorités nigériennes est une action qui témoigne de la souveraineté. Parce que si un peuple n'est pas souverain, si un peuple n'est pas indépendant, il est difficile qu'il puisse prendre une telle action. Donc, on comprend bel et bien que au fil du temps, le Niger démontre à travers des actions qu'il n'est plus un peuple sous tutelle, qu'il n'est plus un peuple influencé par une puissance occidentale. Il est désormais un peuple capable de poser des actes et de les assumer. Peut-être avant de revenir sur un tout petit détail, Docteur Sango, est-ce un message que le Niger essaye de passer aujourd'hui à la France? Je le rappelais d'ailleurs dans mon introduction, plusieurs ressortissants nigériens ou encore maliens ou burkinabés avaient été d'une certaine manière refoulés alors qu'ils venaient pour des études en France. Aujourd'hui, cette décision du gouvernement nigérien est-elle dans l'optique de passer un message à la France sur le plan diplomatique, sur le plan de ce qu'on appelle habituellement le rapport de force? Oui, et vous savez que dans les relations internationales comme dans les relations diplomatiques, aucune action n'est soit neutre. Chaque action est parsemée et caractérisée par des enjeux. Oui. Et c'est dans cette logique-là qu'aujourd'hui, on ne saurait dénuder à cette action du gouvernement nigérien, n'est-ce pas, des enjeux et des symboles en termes de messages. Ce qui est sur le message, n'est-ce pas, ici, est passé. Et c'est un message que les autorités nigériennes veulent passer vis-à-vis, n'est-ce pas, ici, de la France. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que dans ces relations diplomatiques qui caractérisent la France et le Niger, ces relations-là n'ont pas toujours été dans les bons offices en ce qui concerne les autorités nigériennes, en ce qui concerne le Niger. On a vécu plusieurs fois des actions diplomatiquement incorrectes de la part des puissances occidentales, de cette puissance-là. Et c'est cela également qui faisait problème dans ce partenariat entre la France et les puissances occidentales. On avait la ferme et la nette impression qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, une relation de respectabilité réciproque. On avait la nette impression que la France pouvait se donner le torse de violer les principes diplomatiques, le torse de violer le droit international envers les États africains sans toutefois s'inquiéter. Donc dans sa tête, justement, elle le faisait parce que
elle concevait les États africains non pas comme des États à part entière sur le plan international. Pour cette France-là, la souveraineté des États africains est une souveraineté douteuse, est une souveraineté manipulable, est une souveraineté qu'on ne peut pas mettre au même titre que la leur. Donc aujourd'hui, vous comprenez bel et bien que lorsque le Niger prend de telles actions conservatoires, ce n'est pas seulement pour sécuriser leur territoire, mais c'est aussi et surtout pour montrer à la communauté internationale que le droit est, n'est-ce pas, général. Le droit, n'est-ce pas, ici, n'est pas seulement réservé à une catégorie d'État. Au même titre que la France peut se donner le droit de refouler sur son sol les autorités nigériennes ou alors d'imposer aux autorités nigériennes ou aux citoyens nigériens certaines actions du droit qui seraient discriminatoires. Au même titre également, le Niger a le droit aujourd'hui de poser des actions conformément à ses intérêts. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui montre que les relations entre la France et le Niger aujourd'hui entendent d'être des relations équilibrées. Ce ne sont plus des relations, n'est-ce pas, déséquilibrées où on avait d'un côté un État qui avait tous les droits et de l'autre côté un État qui n'avait que les devoirs. Donc dans ce qu'on appelle les relations internationales, il y a cette équitabilité-là qui est souvent démise, du moins lorsque deux États souverains se trouvent, n'est-ce pas, en partenariat sur le plan international, c'est souvent équilibré et du point de vue des principes diplomatiques, mais aussi et surtout du point de vue des relations internationales. Donc, on peut aussi expliquer l'action du Niger par ce principe de réciprocité des relations internationales. Tu me fais quelque chose, je réagis conformément, n'est-ce pas, ici, à mon intérêt et conformément à ce que le droit international me permet de faire. Merci, docteur Sango. Mais est-ce que le Niger peut réellement avoir ce monopole de contrôle sur les voyageurs français? On rappelle qu'ils, la plupart du temps, se retrouvent sur le territoire nigérien en disant venir travailler pour des organisations non gouvernementales, par exemple. Est-ce que le Niger peut réellement avoir ce monopole de contrôle? J'ai envie de dire que s'il n'a pas encore ce monopole de contrôle, il doit chercher à l'avoir. Il doit chercher à l'avoir parce qu'aujourd'hui, c'est un élément qui participe de sa souveraineté. Okay. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain lorsque vous n'avez pas le total contrôle des passagers, des citoyens qui entrent dans votre territoire. Vous devez connaître qui entre, vous devez connaître qui sort. Donc moi je suis aujourd'hui dans une logique qui voudrait que le Niger doit chercher à asseoir ce monopole de contrôle-là sur son territoire. Ce monopole-là doit être vraiment absolu et il n'a pas besoin de le sous-traiter. Donc moi je pense que le Niger a des moyens aujourd'hui, voire absolus, pour exercer une telle action. C'est une action de souveraineté. Et toute action de souveraineté ne mérite pas qu'elle soit sous-traitée. Toute action de souveraineté doit toujours être menée de manière absolue par le gouvernement. Merci, merci docteur Sango. Eh bien, sans transition, nous allons parler à présent de l'actualité au Sénégal, après avoir discuté de l'actualité au Niger et en France, évidemment, avec cette décision du gouvernement de transition au Niger. Du côté du Sénégal, on parle politique. Le président Diomaye Bachirou Diarra Faye a donc prêté serment. Celui-ci est désormais le président de la République du Sénégal et à ses côtés, Ousmane Sonko occupe le poste de Premier ministre. Il a été nommé à ce poste quelques heures seulement après la prestation de serment du président Diomaye Diakhar Faye. Docteur Sango, à l'aune de tout ce qui a pu se produire au Sénégal, c'est-à-dire pré-campagne ou encore pré-élection présidentielle, est-ce qu'on peut dire que cette nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre est sans surprise?
pour ma part, c'était présent et prévisible, compte tenu, n'est-ce pas, du parcours qui a caractérisé ces deux leaders depuis la conquête du pouvoir jusqu'à l'exercice du pouvoir aujourd'hui. On a vu que ces deux personnalités ont travaillé ensemble. Et au départ, c'est le président Sonko qui était, n'est-ce pas, pressenti pour porter les flambeaux de ce parti politique-là. Mais il a été confronté aux difficultés judiciaires qui ont fait en sorte que il ne pouvait plus être candidat. Face donc à cette difficulté, ces deux leaders ont utilisé ce que j'appelle une maestria politique en termes de stratégie pour donner la passe à son mentor, à son filial qu'on appelle Dia Faye aujourd'hui. Et vous voyez que cette stratégie-là a donné ses fruits et ça a permis en sorte qu'il puisse arriver aujourd'hui à la tête du Sénégal. Donc, arriver donc au pouvoir aujourd'hui, et c'était quand même incongru que de penser que Sonko devait être, n'est-ce pas ici, retiré ou alors mis en arrière-plan. Il doit accompagner son ami dans l'implémentation du programme politique qu'ils ont présenté aux citoyens sénégalais. Et lorsque vous voyez donc les différents postes de responsabilité qui caractérisent aujourd'hui le Sénégal en termes, n'est-ce pas ici, d'institutions, il y a bel et bien le poste du président de l'Assemblée nationale et le poste des premiers ministres. Et il y a également un troisième poste qu'on pouvait également ajouter, le poste de secrétaire à la présidence de la République. Donc, aujourd'hui, le président Faye a compris que c'est le poste de premier ministre qui était important pour son filleul. Pourquoi? Parce que pour son camarade, pour son camarade, pour son leader. oui, pour son leader. Pourquoi? Justement parce que aujourd'hui, dans leur campagne, du moins dans le programme politique de leur parti politique, il est bel et bien mentionné, n'est-ce pas ici, comme action à mener, comme réforme à faire, la réforme des institutions sénégalaises et le renforcement du pouvoir du premier ministre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est Sonko qui sera la pierre angulaire de l'implémentation du programme du PASTEF. Et le premier ministre, c'est lui qui sera aujourd'hui c'est-à-dire sur le terrain, puisque le président, lui, va tout simplement diriger la vision, prendre des décisions, mais sur le plan de l'implémentation et de l'organisation, c'est le gouvernement qui est chargé, n'est-ce pas ici, d'implémenter la politique telle que définie par le président de la République. Donc, Premier ministre, ça va permettre à son corps de choisir les hommes qu'il faut. Parce que c'est le Premier ministre, et si le président nomme le Premier ministre, il appartient au Premier ministre de faire la proposition des personnes avec qui il entend travailler dans son gouvernement. Donc, son corps aujourd'hui est mieux placé pour choisir des personnes qui vont, n'est-ce pas ici, les aider à implémenter convenablement ce programme-là. Donc, Docteur, oui, pour ma part, oui, je pense que le poste de Premier ministre était présent et prévisible par rapport aux autres postes. Pourquoi? Parce que le poste à l'Assemblée nationale, à l'état actuel des choses, l'Assemblée nationale est contrôlée par une majorité qui n'est pas à leur solde. Vous savez qu'il vient juste de prendre le pouvoir. Et pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il faut d'abord qu'ils organisent les élections législatives avant de voir comment il pourrait nommer Sonko à la donc Sonko à la tête de l'Assemblée nationale n'était pas assez stratégique. C'était pas assez stratégique. Donc je pense que le poste de Premier ministre est un poste stratégique parce que dans les jours à venir, le président de la République sénégalaise, conformément au programme qu'il a présenté aux citoyens sénégalais, va réformer ce poste de Premier ministre qui à l'état actuel ne représente rien. Parce que lorsque vous voyez le poste de Premier ministre, du moins tel que le président Macky Sall l'a institué et l'a exercé, le Premier ministre est tout simplement à la solde du président de la République. Il peut être destitué à tout moment. Il n'a pas assez de pouvoir en termes n'est-ce pas ici, de puissance. Donc, quelle autre puissance vous pensez que le Premier ministre devrait avoir?
Non, face au président de la République. Quand je parle de puissance, ça veut dire que quoi? Le Premier ministre, en réalité, doit avoir en quelque sorte les mains un peu libres pour travailler. Il ne doit pas de temps en temps être redevable au président de la République qui peut à tout moment, n'est-ce pas, le remercier en fonction de ses humeurs, en fonction de ses intérêts et en fonction, n'est-ce pas, je ne sais quoi encore. Si aujourd'hui le président Faye a décidé, a promis aux citoyens sénégalais de faire la réforme du premier ministre du poste de premier ministre, ça sera le genre de réforme qui sera adossé sur ce qu'on appelle en quelque sorte le régime parlementaire. C'est-à-dire le premier ministre est issu du bord politique qui gagne les élections législatives. Et à partir du moment où il est issu d'un tel bord, le président de la République ne peut pas le remercier n'importe comment. Est-ce que ce n'est pas cela justement que certains Africains décrient souvent justement cette puissance, cette trop grande puissance du Premier ministère face à la présidence de la République? Non, je pense que les Africains décrivent souvent ça parce que ils sont assoiffés du pouvoir. Vous savez qu'en Afrique, les présidents de la République ont toujours ont toujours envie d'avoir des pouvoirs renforcés. C'est pour cela que vous ne pouvez pas comparer le poste de Premier ministre en France, en Belgique ou alors en Espagne avec les postes de Premier ministre en Afrique. C'est totalement différent. Et en Afrique, c'est des postes, n'est-ce pas, presque vides et presque fragiles. Donc, pour équilibrer les institutions, pour permettre à ce que le Premier ministre puisse avoir les mains solides pour travailler, je pense qu'il est aussi important de lui donner un certain pouvoir. Et ce pouvoir-là, à l'image par exemple d'un pays comme la Belgique par exemple, d'un pays par exemple comme la Grande-Bretagne, et là-bas le Premier ministre n'est pas quelqu'un qu'on peut faire bouger n'importe comment. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on doit singer totalement ce qui se passe en Europe, parce que vous allez encore... Ou alors qu'il faut donner un plein pouvoir au Premier ministre. J'allais vous dire que le président Emmanuel Macron a remercié le Premier ministre dernier pour nommer le jeune que nous connaissons tous aujourd'hui, Gabriel Attal. Donc, je suis seulement en train de dire que le président Faye aujourd'hui, tel qu'il a démontré à travers son programme politique, a montré son intention à consolider, à renforcer les pouvoirs du premier ministre. Je pense que ce n'est pas pour rien. Est-ce que ce n'était pas parce que les jeux étaient déjà jetés, Dr Sango, puisque le Premier ministre est la personne d'Ousmane Sonko? On se souvient du slogan de la campagne du PASTEF durant la campagne électorale. Eh bien, c'était Diomaye égale Sonko, Dr Sango. Est-ce que cette volonté de reformer le poste de Premier ministre au Sénégal pour renforcer ses pouvoirs n'est pas d'une certaine manière pour donner libre cours à Ousmane Sonko, parce que c'est Ousmane Sonko? Et même si c'était le cas, on ne pourrait pas aller faire un procès d'intention. Parce qu'en réalité, on voit bel et bien que c'est le président Sonko qui était pressenti pour être président de la République. Le président Faye a bénéficié... Oui, pour le compte du PASTEF. Le président Faye a bénéficié de la célébrité et de la popularité de Sonko. Donc aujourd'hui, moi je pense que même si cette ambition de reformer le poste de Premier ministre serait justifiée par cette intention-là, ce n'est pas une mauvaise intention. C'est une intention qui montre que Sonko aujourd'hui est mieux placé pour implémenter le programme politique qu'il a lui-même porté lorsqu'il était candidat. Alors donc, il sera le ventriloque? Essayez-vous de dire qu'il sera le ventriloque du président de la République, Dr Sango? Bon, ça c'est vous qui dites. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y aura une sorte de bicéphalisme à la tête du Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que ces deux-là risquent de ne pas s'entendre à un certain moment donné, parce que chacun va vouloir prendre le dessus sur l'autre. Moi, je pense que moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là, parce que ces derniers-là ont montré qu'ils peuvent travailler ensemble depuis même la conquête du pouvoir. Parce que si ces deux personnalités-là ne pouvaient pas s'entendre, ils ne pouvaient pas jouer ce jeu, cette stratégie
qu'ils ont joué lorsqu'ils étaient dans la conquête du pouvoir. Parce que c'est quand même un signe d'humilité aussi élevé et que de laisser sa place à une autre personne. Vous savez que dans d'autres pays ici en Afrique, c'est un problème qui caractérise beaucoup d'hommes politiques, où les hommes politiques se présentent comme des hommes providentiels. Et s'ils ne sont pas là, rien ne peut pas marcher. Donc moi je pense que vu sous ce prisme-là, ces deux leaders sénégalais aujourd'hui à la tête du Sénégal pourront, n'est-ce pas, essayer de s'entendre et implémenter ensemble ce programme politique que les Sénégalais ont majoritairement acheté dès le premier tour. Donc moi, je reste optimiste. Je leur donne, n'est-ce pas, le bénéfice du doute. Les premiers chantiers de cette équipe à la tête du Sénégal aujourd'hui seront donc la lutte contre la corruption, la baisse du coût de la vie, la réconciliation nationale, après qu'elle a été amorcée évidemment par le président Macky Sall lors du dernier disso. Entendez par là le dialogue national, investir également pour une autosuffisance alimentaire et même sortir du franc CFA si l'on s'en tient à la première prise de parole du président Diomaye Diakhar lors de de la proclamation des résultats provisoires. Est-ce que cette équipe, Dr Sango, ce duo dont vous parliez donc tout à l'heure, qui pourrait se compléter, Ousmane Sonko et puis Diomaye Diakhar, pourrait parvenir à l'implémentation de ces changements-là? Oui. 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 Face à cette question et pendant même plusieurs d'autres émissions, j'ai toujours répondu par l'affirmative parce Pourquoi? que le problème des pays africains aujourd'hui n'est pas un problème de moyens, Madame Cassandra. Le problème des pays africains, des hommes politiques, des présidents africains aujourd'hui est d'abord un problème de courage et de volonté. D'accord? Ce n'est pas un problème de moyens. Ne mettez toujours pas les moyens en avant. Les moyens ne peuvent rien faire si les hommes n'ont pas la nette volonté de transformer les choses. On a vu comment les choses se sont passées ici sur le continent africain où certaines puissances occidentales aussi suffisamment nantis des moyens accompagner les pays africains dans plusieurs domaines. Si on prend par exemple le domaine du terrorisme, on a vu que les pays africains avaient des partenaires avec les pays comme les États-Unis et les pays comme la France, les pays comme la Belgique, qui du point de vue des moyens ne souffrent de rien. Mais malheureusement, ou alors paradoxalement, ces moyens-là n'arrivaient pas à résoudre ce problème du terrorisme sur le terrain, justement parce que ces puissances-là n'avaient pas la nette volonté d'en finir avec le terrorisme. C'est dans cette logique, ou si vous voulez, ce parti pris analytique, qu'il faut donc inscrire la venue de ces deux présidents à la tête du Sénégal aujourd'hui. De ces deux présidents à la tête du Sénégal? Bon, de ces deux leaders. C'est un lapsus qui en dit long, docteur Absolument. Bon, j'ai envie de dire qu'il s'agit de deux leaders. De ces deux leaders qui sont aujourd'hui à la tête de l'exécutif du Sénégal. Moi, je pense que s'ils ont la volonté, ils vont vraiment résoudre, n'est-ce pas, tous les problèmes du Sénégal, même si ce n'est pas dans leur totalité, ils vont quand même suffisamment apporter une marge de manœuvre à certains défis auxquels les Sénégalais sont confrontés aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas un turiféraire des moyens. Les moyens sans la volonté, sans le courage, ne servent à rien. On n'a plus besoin des hommes politiques hypocrites, des hommes politiques qui se caractérisent par la duplicité. Et on a aujourd'hui des hommes politiques sincères qui n'ont plus besoin d'être neutres face aux grandes problématiques qui traversent le continent africain. Et j'ai envie de parler ici de l'exemple, par exemple, des États de l'AES Sahel. Et vous savez qu'aujourd'hui, face à certaines grandes problématiques du continent, ils prennent totalement position. Ils ne sont pas comme certains présidents qui jouent dans la neutralité. Et c'est en cela qu'on doit aussi interpeller le nouveau président du Sénégal parce qu'il a eu à faire des déclarations sur certaines problématiques panafricanistes et qui poussent à subodorer sur leur véritable n'est-ce pas ainsi volonté à transformer le Sénégal. Oui, les mots, les slogans tels que panafricanisme de gauche
Ça ne veut rien dire. Quand on dit panafricanisme, c'est le panafricanisme. On ne doit pas galvauder l'expression du panafricanisme. Le panafricanisme, il est un et unique. Et on connaît les valeurs du panafricanisme. On connaît ce que le panafricanisme pense pour la libération du continent africain. Lorsqu'on commence déjà à diviser cette idéologie-là, ça cause déjà problème. Donc je parlais totalement de certaines affirmations que le président Faye a eu à faire concernant par exemple le retour des pays de l'AES vers la CEDEAO. Aujourd'hui, prendre une telle décision, c'est problématique parce qu'on voit bel et bien que il est plus difficile de ramener les États de l'AES vers la CEDEAO aujourd'hui, parce que les États de l'AES ont montré leur irréversibilité. Ils ont été clairs dans leur alliance parce que ils ont vu que la CEDEAO était une organisation qui était un problème pour le développement du continent africain. Donc, lorsque vous voyez aujourd'hui les objectifs définis par les États de l'AES et les objectifs portés et prônés par la CEDEAO, ces objectifs-là ne se posent qu'en s'opposant. Il n'y a rien qui puisse les mettre ensemble. Donc, lorsque le nouveau président sénégalais montre son intention dans cette logique-là, ça pose déjà à s'interroger sur sa position panafricaniste. Donc, nous ne sommes pas en train de faire des analyses, n'est-ce pas ici, des fuites à l'avant. Nous jugeons tout simplement le leader à travers ces discours qu'il prêche. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce nouveau président-là a nourri beaucoup d'espoir pour les Sénégalais. Ce nouveau président-là, aujourd'hui, a une position privilégiée pour faire avancer le combat panafricaniste. Ce nouveau président-là, aujourd'hui, a tout le soutien des panafricanistes. Il serait donc important qu'il ne passe pas de l'enchantement pour le désenchantement. Il serait important qu'il travaille conformément aux desiderata de ceux qui les ont élus. Parce que ceux qui les ont élus l'ont fait justement parce qu'ils ont miroité au peuple sénégalais le discours panafricaniste, le discours que le peuple attendait, et c'est pour cela que le peuple les a élus. Donc aujourd'hui au pouvoir, s'ils tentent de faire des choses qui s'éloignent un tout petit peu de ce qu'ils ont prêché comme discours, je pense que vous-même vous convenez avec moi qu'il va justement passer de l'enchantement pour le désenchantement. Et justement, la question que j'allais vous poser, Dr Sango, à quoi verra-t-on, selon vous, la véritable politique citoyenne, la politique panafricaine, peut-être pas panafricaine, ou encore peut-être progressiste du président Diarra Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko? À quoi? Les premières sorties, les premières interviews, les premiers déplacements, les premiers partenariats? Oui, aujourd'hui, on va beaucoup plus le juger, n'est-ce pas, ici au pied du mur, à travers ses premières actions, à travers son premier voyage, par exemple. Okay. Parce que vous savez que lorsqu'un président vient d'être élu, le premier voyage est souvent porteur de symboles, porteur de signification. Donc aujourd'hui, on va l'observer. Et s'il prend la destination de la France, vous convenez avec moi que c'est déjà un signal qui montre qu'il est prêt à continuer, n'est-ce pas, dans le système de la France-Afrique. Parce que lorsqu'il était candidat, il s'est positionné comme un candidat de la rupture. Et cette rupture-là, on va observer durant ses actions. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture vis-à-vis de Macky Sall ou alors exactement une rupture vis-à-vis du système de la France-Afrique? Parce que ce pays du Sénégal dont vous parlez aujourd'hui est un pays atypique en termes, n'est-ce pas, ici, de ce phénomène de la France-Afrique. Le Sénégal a été un théâtre d'opérationnalisation et de consolidation de la France-Afrique pendant plusieurs années. Les différents types d'alternance qu'on miroite au Sénégal, c'est-à-dire de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf, de Macky Sall à Abdoulaye Wade, c'est des alternances, n'est-ce pas, qui se faisaient à l'intérieur d'un système qui n'était rien d'autre que la France-Afrique. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'alternance qui se fait régulièrement au Sénégal est une alternance vraiment démocratique. Non, moi je pense que c'est une alternance à l'intérieur d'un système. Donc Faye aujourd'hui, qui a miroité au Sénégalais, qui a surfé sur le discours de la rupture
aujourd'hui doit montrer à travers ses actions si cette rupture-là est une rupture systémique ou alors une rupture vis-à-vis de Macky Sall. Si ce n'est pas une rupture systémique, ça montre qu'il est en train de s'inscrire dans la consolidation de cette France-Afrique-là. Donc, lorsque vous posez aujourd'hui les actions sur lesquelles on attend ce nouveau président sénégalais vis-à-vis du panafricanisme, Madame Cassandra, ces actions-là sont connues. Il y a au Sénégal aujourd'hui les bases militaires françaises. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Aujourd'hui, il serait important que ce nouveau président-là demande leur départ parce qu'on ne sait pas à quoi servent ces bases militaires au Sénégal, si ce n'est de jouer les intérêts des puissances occidentales. Ces bases militaires doivent partir et ça doit être l'une des actions que le président sénégalais Faye doit prendre parmi ses premières actions. Il y a également le rapprochement avec l'AES aujourd'hui parce que l'AES représente aujourd'hui l'avenir du continent africain dans sa dynamique de libération et de consolidation de son unité. Donc aujourd'hui, un président qui ne travaille pas suffisamment avec les États de l'AES se voit ou alors est présenté comme un ennemi qui ne veut pas le bonheur ou le développement du continent africain. Le président Faye doit également s'attaquer et là, il a montré son intention officielle lors de son discours au problème du franc CFA, Madame Siké. Et ce problème du franc CFA, Madame Cassandra, c'est la même chose. C'est ta collègue. Il doit s'attaquer à ce problème du franc CFA, qui reste une gangrène pour l'économie des pays africains. Il ne s'agit pas de faire la réforme, non. Il s'agit de sortir totalement du franc CFA et de doter le Sénégal de sa propre monnaie. Ce sera également un élément important qui pourra être mis à l'actif de ce nouveau leader-là. Autre chose également sur le plan international, le président Faye doit diversifier le partenariat du Sénégal. Vous savez que le Sénégal aujourd'hui est un pays qui a encore dans son partenariat une sorte de prépondérance d'un type de partenaire. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est les puissances occidentales, c'est la France. Le Sénégal, c'est les États-Unis. Le Sénégal, c'est les pays occidentaux. Il serait important aujourd'hui que le président Faye cherche à diversifier ce partenariat-là de telle sorte que d'autres puissances qui ont montré leur capacité sur un certain nombre d'éléments et de domaines puissent aussi apporter du leur pour aider ce pays-là à se développer. Aujourd'hui, on pense beaucoup plus, n'est-ce pas ici, des pays comme la Chine, des pays comme la Turquie, des pays comme la Russie. Même si on va peut-être me dire que ces pays-là sont déjà présents au Sénégal, mais cette présence-là est tellement marginale au point où elle ne permet pas, n'est-ce pas, au gouvernement sénégalais, à l'État sénégalais de bénéficier, n'est-ce pas ici, des éléments de la croissance. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les accords, par exemple, sur la production et l'exploitation du pétrole du Sénégal, parce que vous savez que le Sénégal est un pays qui a le pétrole, mais n'a pas encore commencé à transformer et à exploiter ce pétrole-là. Il faudrait que le nouveau président sénégalais trouve un partenaire fiable qui pourra, n'est-ce pas ici, accompagner le Sénégal dans l'exploitation de cette réserve pétrolière-là. Parce que lorsque vous voyez les puissances qui accompagnent les pays africains dans l'exploitation de cette matière première qu'on appelle le pétrole aujourd'hui, c'est-à-dire le taux de pourcentage qui revient aux États hôtes est tellement marginal. Donc il est aujourd'hui important de rééquilibrer ces accords-là, de donner, n'est-ce pas, l'exploitation à un partenaire qui n'est pas là pour spolier le continent, le pays, mais un partenaire qui est là parce qu'il veut aussi que
l'autre puisse aussi gagner quelque chose. Donc, voilà autant de choses que le président Faye pourrait poser comme action et qui pourrait, n'est-ce pas, essayer de consolider et montrer aux yeux de l'Afrique qu'il serait vraiment un bon panafricaniste. Merci, docteur Sango. Au passage, on rappelle que Ousmane Sonko ne s'est jamais revendiqué panafricaniste. Alors peut-être que Diarra Faye également ne le fera pas, même s'il a commencé à parler de panafricanisme de gauche, docteur Sango. Et puis, vous parliez tout à l'heure des partenariats. On rappelle quand même que il y a de cela quelques temps, en tout cas, avant que Macky Sall ne quitte le fauteuil présidentiel, de nouvelles recommandations avaient été données au partenariat entre la France et le Sénégal, d'ailleurs, qui avait décidé de fermer un tout petit peu les robinets de son pétrole. Pensez-vous que Diarra Faye sera dans cette continuité-là? Nous souhaitons qu'il s'inscrive dans cette continuité, n'est-ce pas, hein, de resserrement de la présence française dans son pays. Parce que cette présence française-là est un problème. Et nous avons la nette impression que durant les tout derniers jours du président Macky Sall, ce dernier s'inscrivait déjà dans cette dynamique. Et d'autres personnes disent même que c'est pour cela que la France ne voulait pas l'accompagner dans son troisième mandat, dans cette tentative de briguer un troisième mandat, parce que il avait déjà sur le plan des accords retiré un certain nombre d'éléments à cette puissance française. Donc, le souhait des panafricanistes que nous sommes serait que le nouveau président sénégalais Faye s'inscrive dans cette dynamique-là. Il ne doit pas montrer c'est-à-dire sa faiblesse vis-à-vis de ce partenaire-là. Parce que vous savez que lorsqu'il a été élu, le président français l'a appelé pour le féliciter en indiquant qu'il espère que avec le nouveau président, ils vont consolider le partenariat entre la France et le Sénégal. Ce n'est pas une affirmation neutre, ce n'est pas une affirmation vide. Ça montre que la France, n'est-ce pas, elle va chercher à multiplier des stratégies pour revenir en force au Sénégal. Parce que du point de vue géopolitique, le Sénégal reste un espace géographique important pour la France. Si la France perd aujourd'hui le Sénégal, vous convenez avec moi que son influence serait totalement en dégénérescence dans cette localité de l'Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, ce serait un défi, tant du côté de Faye que du côté de la France. On va voir celui qui va travailler pour l'intérêt de son peuple. Donc, moi, je pense que mon souhait, du moins le souhait des panafricanistes, serait que Faye continue avec le resserrement. Il doit même aller au-delà de ce que Sonko avait fait, de ce que le président Macky Sall avait fait. Il doit resserrer suffisamment les trous, n'est-ce pas, de ces richesses sénégalaises pour que la France comprenne qu'aujourd'hui, ici, elle n'a plus de choix que de partir. Merci, docteur Songo. Eh bien, j'aurais aimé que l'on dise un tout petit mot sur la sortie du franc CFA. Cette sortie du franc CFA a souvent été évoquée par le président Diarra Faye, mais en termes de faisabilité, on a l'impression que la rapidité ne sera pas au rendez-vous. Oui, ça c'est une question technique qu'il faut vraiment poser aux économistes sans toutefois être économiste. Mais je pense qu'en réalité, la sortie du franc CFA aujourd'hui ne cause pas aussi problème en termes de... On reste sur le plan politique, hein, docteur Son, vous parliez tout à l'heure de volonté de volonté politique. Moi, je pense que ça ne causerait pas problème parce qu'il y a deux pans, Madame Cassandra. Et il y a deux pans. Et le pan le plus difficile, les deux pans dont je parle, c'est le pan politique et le pan économique. Parce que vous savez que la monnaie a ces deux caractères. La monnaie est un outil de souveraineté et qui a un volet politique et un volet économique. Donc, sur ces deux pans-là, moi, je pense que le pan le plus difficile, c'est d'abord le pan politique. Si le président Faye montre politiquement sa volonté de sortir du franc
du franc CFA, je pense que économiquement, cela va suivre. Cela va suivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bel et bien que le Sénégal n'est pas un pays, n'est-ce pas ici, hein, désertique. Le Sénégal n'est pas un pays désertique en termes de ressources naturelles et de matières premières. Le Sénégal a l'or, le Sénégal a le diamant, le Sénégal a beaucoup de matières premières sur lesquelles il peut conditionner sa monnaie et bâtir sa nouvelle monnaie aujourd'hui. Lorsque nous appelons les pays africains de sortir du franc CFA, en réalité, ce n'est pas forcément pour dire que ces pays-là doivent sortir pour définir leur propre monnaie forcément. Parce qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus à l'isolationnisme. Le contexte est, n'est-ce pas, au regroupement. Lorsqu'on parle de sortie du franc CFA, l'actualité du Sénégal serait, n'est-ce pas, ici, hein, facile. Pourquoi? Parce que il a juste à ses côtés 3 autres États qui ont déjà décidé de manière volontariste de sortir du franc CFA. Donc aujourd'hui, si le Sénégal veut rejoindre cette dynamique-là, ce serait encore plus facile pour lui que de procéder de manière isolée. Parce qu'il faut également rappeler qu'il y a certains États africains aujourd'hui qui ont leur propre monnaie, mais qui n'ont pas encore décollé économiquement et politiquement. Ça veut dire que la sortie du franc CFA seul ne suffit pas pour développer un État, même si c'est l'une des solutions aujourd'hui pour libérer les pays africains de leur processus d'aliénation et d'exploitation vis-à-vis de la France. Donc nous pensons que l'Afrique doit avoir une monnaie commune. L'Afrique doit avoir une armée commune. L'Afrique aujourd'hui doit travailler dans le sens du regroupement, parce qu'on ne le dira jamais assez. L'heure est au regroupement. L'Afrique a été, n'est-ce pas ainsi, détruite ensemble. On l'a détruit, les pays africains ensemble, et ces pays africains ne pourront se relever qu'ensemble. On ne doit pas penser que le continent africain va se relever l'un après l'autre. Non, ce n'est qu'à travers la stratégie de regroupement, la stratégie de régionalisation, la stratégie de la création de l'État fédéral de l'Afrique de l'Ouest, dont parlaient leurs ancêtres Cheikh Anta Diop. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité pour ce nouveau président sénégalais. J'ai même envie de dire que c'est l'histoire qui est en train de se répéter, qui est en train de parler à ce peuple sénégalais là aujourd'hui. Parce que ça donne l'opportunité, j'ai envie de dire, la licéité à ce nouveau président, compte tenu du contexte, de réaliser ce gigantesque projet que Diop avait porté à son époque, qui n'est rien d'autre que la création de l'État fédéral de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que si le Sénégal rejoint le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ce sera déjà quelque chose de grandiose qui pourra permettre de manière symbolique sur le terrain d'instaurer ce qu'on appelle un équilibre de la terreur. Donc ça va renforcer le projet, et d'autres pays pourront, n'est-ce pas, également les rejoindre. Donc voilà le chemin. La sortie du franc CFA, ça ne se fait pas seulement par des slogans. Il y a tout un chemin qui accompagne, n'est-ce pas, son implémentation sur le terrain. Et l'Afrique, aujourd'hui, quel que soit le pays, a des moyens pour, n'est-ce pas, s'en sortir dans un tel projet. Merci Dr Sango pour vos analyses apportées dans le cadre de ce programme Regard panafricain sur For You Radio et sur nos différentes plateformes internet. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. À très bientôt sur nos antennes. Merci à vous également de nous avoir regardés et de nous avoir écoutés sur nos différentes plateformes internet et à travers tous nos canaux. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Regard panafricain. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Diam Nadio.